Donc, je suis docteur Balossi, donc je suis neurochirurgien. Moi, je vais vous parler de la place de la stimulation médulaire dans les douleurs neuropathiques post-chimiothérapie. Donc, on sait que les patients qui souffrent de cancer sont sujets à des douleurs au moment du diagnostic, en phase terminale, mais également les patients qui sont en rémission peuvent être sujets à des douleurs chroniques. Et on a 10 à 20% des patients présentant un cancer qui ont des douleurs qui sont, alors on dit plus réfractaires, maintenant on dit rebelles, et qui peuvent nécessiter des techniques interventionnelles juste à visée antalgique. Donc la prise en charge de la douleur dans le cancer, ça fait partie des axes, alors notamment des soins de support, mais également des différents plans cancer. Il y a améliorer la qualité de vie et limiter les séquelles, et notamment la prise en charge de la douleur dedans. On sait que les douleurs neuropathiques, que ce soit, dans les douleurs neuropathiques chroniques ou que ça soit, dans le cadre d'un cancer, ont des retentissements majeurs, sur la qualité de vie. Ça, c'était un article fait par le docteur Dupoiron qui avait fait un sondage avec plus de 500 réponses, sur les centres de cancer. On a quand même beaucoup de patients, qui ont des douleurs, sévères à modérées. Ça représentait de plus de 70 des patients, pris en charge pour un cancer à tous les stades. Et ces douleurs peuvent avoir des retentissements majeurs sur le sommeil, sur la qualité de vie, sur l'humeur, sur la capacité, à se concentrer, à faire des loisirs ou à toute, activité. Donc c'est un intérêt, assez important de prendre en charge ces douleurs, d'autant plus que maintenant les patients ont des espérances de vie quand même plus longues, avec une possibilité de vivre longtemps avec des douleurs. Hem, donc il y a différents types d'origines à ces douleurs neuropathiques dans le cadre des cancers. Il y a les douleurs vraiment liées au cancer à proprement parler, mais on n'est pas forcément, là dans ce cadre-là. Et il y a aussi toutes les douleurs iatrogènes, du cancer, liées aux chimiothérapies, liées aux chirurgies, liées, aux rayons, donc ces patients-là peuvent garder des séquelles finalement de nos traitements. Les neuropathies post-chimio, ça représente entre 20 et 80 des patients sous chimio. Il y a de certain nombre de molécules, incriminées qui n'ont pas toutes le même mécanisme, de lésion nerveuse. Ça survient généralement progressivement pendant la chimio, ce qui peut obliger à réduire les doses ou à espacer les cures. C'est souvent dose dépendant et généralement ça régresse à l'arrêt de la chimio. Mais il y a 30 des patients qui vont garder, des neuropathies séquelaires et éventuellement des douleurs associées. C'est décrit souvent comme des paresthésies avec des sensations désagréables d'engourdissement, fourmillement, picotement, principalement aux extrémités avec des brûlures, des décharges électriques et des allodinies. Et on peut avoir des signes dysautonomiques également. C'est souvent symétrique et donc c'est un petit peu la même topographie finalement que les atteintes diabétiques. Les mécanismes, ils sont multiples. Il y a des neuropathies longueur dépendantes, il y a des neuropathies non longueur dépendantes ou atteintes ganglionnaires, et ça dépend en fait du type de chimiothérapie qu'on va utiliser. Donc on va aller un petit peu plus vite. Donc dans les recommandations de prise en charge de ces neuropathies, eh ben, il n'y a pas beaucoup de traitements qui sont conseillés. Il y a la gabapentine, Heu, il y a finalement, elles sont assez bon, elles datent de 2020, elles ont quelques années, mais elles sont assez limitées finalement. Pardon, c'est la duloxétine, pas la gabapentine, j'ai dit une bêtise. Il y a eu quelques protocoles, dans le monde, c'est plutôt des cas cliniques en fait qui ont été, rapportés sur l'intérêt de la stimulation médulaire dans les douleurs, induites, par les chimiothérapies. Et en fait, on a quelques cas, on n'a pas vraiment de bonnes, données dans la littérature. Néanmoins, en France, en discutant avec de nombreux collègues, on s'est rendu compte qu'on implantait tous, de façon, hem, exceptionnelle, mais quand même qu'on avait tous des cas de patients, présentant des douleurs post-chimio qui avaient été implantés avec plutôt des beaux résultats. Donc ça, c'est les données, de la littérature. Vous voyez, c'est que des cas cliniques, c'est très, variable, mais avec des bons résultats quand même, mais le type de douleur, la localisation, le niveau d'implantation, tout est assez variable, donc le niveau de preuve est, très limité. On sait que la stimulation médulaire, elle a énormément évolué dans les dernières années. On passe,
Ça fait plus de 50 ans, hein, qu'on implante des patients enfin, que le modèle de stimulation médulaire, existe et on a de nouvelles modalités d'ondes, actuellement comme le burst, le mode HD, les modes, en close loop, c'est-à-dire avec un enregistrement, au niveau, des signaux médulaires pour avoir une stimulation adaptative et donc à partir de ça, on se dit que maintenant on a beaucoup plus de possibilités, de modalités et on pourra sûrement élargir les indications de la stimulation. Au niveau, des modèles animaux, il y a des modèles notamment chez le rat qui ont montré que non seulement la stimulation, médulaire, chez l'animal pouvait être intéressant pour diminuer l'allodynie et bon c'est un équivalent de modèle de douleur neuropathique, mais également, heu, implanté en préventif, ça pouvait également avoir un effet antitumoral, par un effet, sur les macrophages notamment. Au niveau, du DRG. Excusez-moi, je trouve j'ai un peu de mal à trouver mes mots aujourd'hui. Voilà, donc au niveau clinique, nous, par analogie avec la neuropathie diabétique dans laquelle la stimulation médulaire est vraiment une très bonne indication avec, pour le coup, des études randomisées avec des forts niveaux de preuves, comme il y a un certain nombre de douleurs post-chimio qui sont, le même type de neuropathie finalement que dans les neuropathies diabétiques, on pense que la stimulation médulaire pourrait avoir vraiment un intérêt, important. Toujours sur dans le cadre du diabète, la stimulation médulaire a un impact important sur la qualité de vie, avec une amélioration non seulement de la douleur, mais également, des scores de qualité de vie, d'une amélioration du sommeil, de la mobilité, de la capacité à prendre soin de soi, une réduction, tout ce qui est anxiété et dépression. Aussi, par analogie sur de la stimulation médulaire, dans la neuropathie diabétique, on sait que non seulement, dans la neuropathie diabétique, on peut avoir une amélioration, de la douleur et de la qualité de vie, mais également une récupération fonctionnelle, notamment une récupération au niveau de la sensibilité, ce qui est un facteur pronostic dans le diabète, puisque c'est que quand on perd la sensibilité, on a un risque d'ulcération cutanée, de mal perforant et donc, de risque d'amputation et de mortalité associée. On sait donc que la stimulation bénulaire permet une récupération, fonctionnelle sur ces petites fibres. Donc pour l'instant, on dispose d'assez peu de données sur les douleurs, dans le cadre du cancer. C'est une revue Cochrane qui est déjà assez ancienne, 2019, mais qui montrait que pour l'instant, on avait besoin d'études supplémentaires, mais que ça semblait prometteur. Donc ce qu'on doit considérer pour un patient, un patient cancéreux, donc c'est quel patient on implante? Est-ce qu'on se pose exclusivement sur les neuropathies post-chimiothérapie, ce qui est le siège aujourd'hui de du protocole qu'on a proposé, ou est-ce qu'il y a d'autres indications qui pourraient être intéressantes? La problématique généralement qui est l'accès au centre antidouleur. Pour les patients, souvent on trouve qu'il y a une petite séparation entre le monde d'oncologie et l'algologie, en douleur chronique, ça dépend des centres antidouleurs, mais une fois que le patient est en rémission, des fois, il a du mal à avoir accès à un centre de douleur, chronique. Est-ce qu'on doit se limiter à des patients en rémission ou est-ce qu'on peut aller aussi vers des implantations de patients qui ont des séquelles et qui ont une espérance de vie relativement longue et qui sont en bon état, mais qui ont encore un cancer évolutif? Les patients, peuvent être plus fragiles et dénutris et il y a la nécessité d'une IRM, compatibilité pour pouvoir continuer leur bilan qui est encore plus important que chez les patients qui ont des douleurs chroniques. Donc l'année dernière, on a eu une commission neuromodulation à la Société française, de lutte contre la douleur, dans lequel on s'est réunis et la thématique, c'était justement stimulation médulaire et douleur de cancer. On avait fait un petit questionnaire au niveau national. Est-ce que vous implantez des patients donc qui ont des douleurs, de cancer? On a vu que, partout en France, il y en a, qui sont implantés, même si ça représente très peu de patients. Vous voyez 40 patients en 2023 sur les centres qui ont répondu, sur à peu près 1 500 implantations de stimulation médulaire en France. C'est dans la très grosse majorité des patients en rémission qui étaient implantés et on a posé la question de savoir, qu'est-ce qui fait quels sont les freins? Et souvent, finalement, c'était, un problème de passage, du patient, vers le centre antidouleur ou un problème de méconnaissance de l'indication ou également ça peut être, des problèmes d'état général du patient et là qu'on comprend mieux.
Donc suite à cette commission, qu'on avait fait au niveau de la Société française, de douleur, on a proposé la mise en place d'un protocole national dont je suis l'investigateur principal et qui a eu un financement par la Ligue et qu'on va démarrer, prochainement dès qu'on reçoit l'accord du CPP, où on va implanter donc des patients, qui ont des douleurs neuropathiques des membres inférieurs en stimulation médulaire avec une phase randomisée, stimulation active, stimulation placebo, et on va les suivre pendant 6 mois et on va regarder donc l'efficacité clinique, en termes de douleur, mais également en termes, d'EMG et de Sudoscan. Donc voilà en gros notre protocole. Donc c'est une étude prospective randomisée. Il y a 10 centres en France qui ont accepté d'y participer. On va inclure 60 patients. On les suit pendant 7 mois et donc c'est des patients donc qui ont une atteinte qui ont des douleurs neuropathiques des membres inférieurs avec une atteinte à l'EMG et des douleurs séquelaires, sévères. Voilà, ça sera donc un suivi, clinique, mais également un suivi donc, neurologique, électromyographique et Sudoscan pour voir la récupération éventuelle sur les petites fibres. Donc voilà les protocoles, les centres pardon, participants, donc la PHM, Nice, Poitiers, un certain nombre de centres en France, aussi bien en public, qu'en privé. Il y a d'autres protocoles qui ont lieu, actuellement, en Angleterre notamment, mais également aux États-Unis. Donc c'est un sujet qui intéresse, pas mal, les gens en ce moment, les douleurs, post, chimiothérapie et l'efficacité de la stimulation médulaire. Donc voilà, donc pour l'instant, on a peu de données dans la littérature. Je pense qu'il y a beaucoup de patients qui ont quand même des douleurs, séquelaires, mais qu'en fait, on ne les voit pas forcément, ces patients. Très probablement qu'en fonction du type de chimio et du type d'atteinte, nerveuse, on n'aura peut-être pas la même réponse à la stimulation médulaire. Il faudra donc caractériser un petit peu les patients chez qui ça pourrait être le plus intéressant. Et pour ça, donc on a besoin de ces protocoles pour avancer et pouvoir proposer, des choses à nos patients et améliorer, leur qualité de vie. Comme c'est quelque chose quand même d'invasif, ça reste une stimulation chirurgicale, donc il faut prendre en compte, un certain nombre de critères, notamment le fait que les patients sont probablement un peu plus fragiles, l'IRM compatibilité. Il y a une pluridisciplinarité qui est encore plus importante puisqu'il y a tout le côté, oncologie, radiothérapie, enfin tout le partenariat global dans la prise en charge du patient. Il faut pouvoir intervenir au bon moment encore plus chez ces patients et donc on proposait donc de faire ça sur un essai prospectif pour pouvoir avoir des données, de qualité et pouvoir, avancer dans ce sujet. Voilà. Grand merci à vous, docteur Anne Balossier, pour cette intervention très claire. Si vous nous permettez, on va avoir 5 minutes d'échange. Si vous pouvez rester avec nous, docteur Anne Balossier. Je vois qu'il y a déjà une main levée avec Sonia Blandin. Vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour docteur Sonia. Je suis coordinatrice d'une maison de santé et j'anime des programmes d'éducation thérapeutique en oncologie. Et comme vous pouvez le voir, je suis aussi une patiente. Donc voilà, je viens de subir 12 taxols et les neuropathies chimio-induites, je connais un peu. Mais si on éduque bien les patients, on arrive quand même à les limiter et à les éviter. Ça, c'est certain. Par contre, quand il s'agit de neuropathies qui sont induites par un syndrome paranéoplasique, comme dans les cancers du poumon, et on arrive à un stade où ces neuropathies sont très installées chez des patients qui souvent ont pas spécialement des métastases, mais où on a quand même des neuropathies très, très intenses, que ce soit au niveau des membres inférieurs et des membres supérieurs. Est-ce que ces patients sont éligibles justement à cette stimulation, à cette implantation pour ces neuropathies paranéoplasiques? Alors, il n'y a pas beaucoup de réponses, malheureusement, il n'y a pas de données dans la littérature. Dans les syndromes paranéoplasiques, généralement, c'est quand même des patients qui sont assez avancés dans la maladie. Et je ne sais pas si en première intention, j'irais pas plutôt vers des pompes intrathècales. Mais j'ai pas de réponse. Il n'y a aucune donnée dans la littérature pour ces patients-là. D'accord. Par exemple, là, j'ai un exemple, c'est une dame qui a 72 ans, qui a une tumeur du poumon sans métastase, hein, sans atteinte ganglionnaire, mais franchement, qui est très, très handicapée justement par ces neuropathies. C'est plus les neuropathies maintenant que le traitement ou la tumeur. Et je voulais savoir s'il y avait déjà une limite d'âge pour pouvoir bénéficier de ce traitement. Et justement, votre réponse est intéressante par rapport effectivement à un système intrathècal.
Alors, il n'y a pas vraiment de limite d'âge si le patient est en suffisamment bon état général et d'accord pour aller faire cette intervention. Que ça soit la pompe ou que ça soit la stimulation médulaire percutanée, c'est des gestes qui sont quand même, ça reste de la chirurgie, mais c'est des gestes qui durent moins d'1 heure. La stimulation médulaire, ça peut se faire sous anesthésie locale avec une sédation, donc c'est pas une grosse ouverture, c'est pas très très compliqué. Il faut que, bah, qu'il y ait pas de contre-indication locale sur l'imagerie. Il faut que le patient ait bien compris les tenants et aboutissants de la chirurgie en elle-même et du suivi derrière et de l'utilisation de son stimulateur, mais en soi, je dirais qu'en fait, l'indication, on va la poser surtout sur la localisation des douleurs, sur le type des douleurs, si c'est des douleurs plutôt vraiment neuropathiques ou mixtes, s'il y a fait un phénomène, évolutif, c'est plutôt ça qui nous fera pencher vers l'un ou l'autre et je pense même que on n'a pas forcément, toujours enfin, il y a pas forcément qu'une réponse et on n'a pas forcément toujours la réponse. Ça reste des patients, effectivement qu'on voit pas suffisamment pour avoir, une expérience, importante et pouvoir dire, «Ça, c'est plutôt la pompe» ou «Ça, c'est plutôt la stim médulaire», quoi. D'accord. Merci beaucoup, Merci. Anne. Je vois que nous avons docteur Anne Fogliarini qui souhaitait intervenir. Oui, bonjour, je vous remercie pour votre intervention. Et je voulais vous demander la durée de vie des matériels que vous utilisez. Est-ce qu'il faut changer les matériels régulièrement et voilà, comment ça se passe techniquement? Alors les électrodes normalement, sauf si elles se déplacent ou elles se cassent, on peut les laisser, à vie, je dirais. Et les stimulateurs que l'on met maintenant sont des stimulateurs, dans la majorité des cas, rechargeables, qui ont une durée de vie de 10 à 15 ans. D'accord, Et après, le matériel peut s'enlever. L'avantage aussi de faire des stimulations percutanées, par rapport à des stimulations chirurgicales c'est qu'on ouvre très peu au niveau du dos et que le matériel peut s'enlever beaucoup plus facilement que les anciennes électrodes qu'on avait, quoi. d'accord. Merci. Merci beaucoup. Et nous avons docteur Alipour. Il faut mettre votre micro. Oui, Bonjour. ça y est. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Anne. Merci de la présentation. Par rapport à différentes questions qui avaient été posées sur le volet syndrome paranéoplasique, c'est probablement 6 facteurs limitants. Ça va être l'étendue des lésions et l'étendue de topographie à couvrir. Et là-dessus, le STIM pourrait avoir quelques limites. Moi, ma petite expérience, c'est plus des implantations dans le cadre de cancers actifs, encore sous chimiothérapie, en particulier dans le myélome dont l'évolution est plus lente. On a des excellents résultats. Il ne faut pas du tout sous-estimer, mépriser, négliger sur ce volet-là. Encore faut-il avoir, comme on disait, l'adressage en temps et en heure. Quand c'est des douleurs, des patients survivors qui sont en rémission complète, on tombe assez souvent sous le sceau des douleurs neuropathiques telles que radiculaires, plexopathie, telles que l'HAS avait déjà cadré et formalisé la pratique. Et par rapport au travail qu'on est en train d'entamer, si je puis me permettre, l'idée, peut-être l'étape suivante, si les choses pouvaient se faire, c'est de se dire, est-ce que le recours à ces stimulations permettant de juguler la douleur neuropathique ne serait pas, nous autoriserait pas à poursuivre, à entretenir la chimiothérapie qui va avoir un impact sur le pronostic de la personne. Je m'explique. Ce qui nous arrive souvent à cause de la chimiothérapie, enfin de l'homéopathie chimio-induite, de diminuer soit les doses, soit d'arrêter la chimiothérapie. Donc, si l'étape suivante dans nos analyses et nos recherches, c'est de dire, grâce au stimulateur, est-ce qu'on ne va pas pouvoir maintenir à posologie efficace la chimiothérapie et du coup améliorer le pronostic et la survie des patients? Et tout à fait, c'est une des discussions aussi, c'est effectivement à quel moment on intervient et si on peut pas, si ça peut pas être finalement comme un soin de confort, supplémentaire et faciliter la prise en charge globale, quoi. Merci beaucoup. Nous avons une autre main levée au nom de Stewie.
Bonjour, je suis le docteur Bonjour. Stioui, sur l'hôpital privé de Provence, à Aix-en-Provence. Je suis médecin en unité de soins de support et consul douleur. Je suis avec Madame Masrira, qui est l'infirmière de coordination, infirmière douleur également. Donc évidemment, on fait de la douleur sur l'hôpital privé de Provence. On n'est pas CETD, mais on fait quand même pas mal de douleur. On fait quand même beaucoup de chimio. Et la question, c'est la faisabilité pour la pose d'un stimulateur médulaire. Quels sont les critères d'éligibilité? Est-ce qu'il faut vous transférer un malade? Est-ce qu'il faut qu'il soit réévalué par votre structure douleur, par votre psychologue? Quel est le temps? Quelle est l'inertie? Enfin, quelle est la faisabilité pour vous adresser à un malade? Est-ce que ça se passe de manière simple? On l'évalue ici, on dit qu'on pense qu'il faut le faire, notre psychologue dit que c'est OK, l'oncologue dit que c'est OK, et c'est une hospitalisation, je dirais, assez courte chez vous pour mettre en place ce stimulateur? Ou alors, comment vous voyez les choses si l'hôpital privé adressait des malades au CHU à la Timone? Bah, moi, déjà, pour la douleur chronique et les stimulations médulaires, habituellement, quand ils ont été évalués avec un centre antidouleur, qu'ils ont le psychologue, enfin, ils sont déjà connus, ils ont déjà eu le parcours de soins global. Je ne les fais pas forcément tous réévaluer par le centre antidouleur de la Timone, hein. Voilà, on a déjà des accès un peu privilégiés avec certains centres où ils ont déjà leur bilan complet et on discute ensemble du dossier. Hmm, Et voilà, donc non, non, on va pas refaire l'intégralité du parcours et surtout chez ces patients pour lesquels le timing est encore plus important. On va bien pas sûr. faire reperdre 6 mois, enfin, c'est pas le terme exact, mais je veux dire, on va pas décaler une prise en charge de 6 mois pour faire une réévaluation ici. Moi, si on discute collectivement du dossier, il n'y a aucun problème, hein. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, si vous le voulez bien, on va libérer Dr Anne Ballossier et nous allons avoir la seconde présentation faite par Dr Anne Fogliarini. Juste le temps de lancer les diapositives qui vont arriver. Moi, je vais vous abandonner, donc merci beaucoup à tous et bonne journée. Un grand merci Bonne à vous, journée. Dr Anne Au Ballossier. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, nous allons avoir la présentation qui va s'afficher. Bonjour, Dr Anne Fogliarini. Rebonjour. Bonjour. Voilà, bonjour à tous. Écoutez, alors c'est un autre thème. Il y aura quelques petites redites parce que je parle aussi, évidemment, vous allez voir, des douleurs neuropathiques chimio-induites. Donc, c'est un peu l'intérêt cette fois-ci de la photobiomodulation dans les douleurs séquelaires du cancer du sein. Donc, moi, je suis médecin douleur au sein du DISPO au centre Antoine Lacassagne. Et on a essayé de développer de plus en plus de consultations spécialisées. Et comme la pathologie, la filière la plus importante au centre représente justement le cancer du sein et le cancer ORL, on a commencé par le cancer du sein. Donc, en introduction, vous savez qu'il y a de nombreuses femmes qui décrivent des séquelles en lien avec les traitements. Ça, elle en a déjà parlé, la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Qu'en plus, on sait très bien que plus les traitements sont cumulés, plus le risque est augmenté d'avoir des douleurs séquelaires. Les plus fréquentes dans le cancer du sein, il y en a plein d'autres, mais j'en ai choisi quelques-unes. C'est le syndrome post-mastectomie, dont je parlerai après, les douleurs neuropathiques main-pied post-chimiothérapie, le lymphœdème, le syndrome du gros bras, surtout quand il y a un curage axillaire, et le syndrome myofacial, peut-être moins connu, en tout cas qui était moins connu de notre équipe et qu'on a un peu mieux appréhendé. Donc, d'un point de vue stratégie de santé publique et stratégie politique, on sait que la prise en charge des séquelles, c'est une priorité dans la stratégie décennale de la lutte du cancer 2021-2030. Il y a un impact réel, et les patientes le décrivent bien, sur la reprise de l'activité professionnelle, surtout à temps plein, déjà de manière générale, mais particulièrement à temps plein, et souvent en lien avec des douleurs séquelaires, et encore plus particulièrement ces fameuses douleurs neuropathiques, qui ont un impact très important sur la qualité de vie et on s'en rend compte aussi au niveau de la reprise du travail. Alors, il y a une indication, excusez-moi, j'ai juste oublié un point sur la diapo d'avant. C'est juste que la PBM a déjà une efficacité démontrée dans l'épithélite et la mucite post-radiothérapie. Ça a été largement publié et la PBM a déjà fait ses preuves.
Et on est en train de se poser des questions et de l'essayer avant d'avoir encore des études vraiment randomisées qui montrent bien et démontrent bien l'efficacité, l'indication dans les séquelles douloureuses, justement, post-cancer du sein. Voilà, merci. Donc ça, c'est des chiffres qu'elle a déjà dit. Donc dans le cancer du sein, 6 mois après, suivant le type de chirurgie, déjà, on a 30 à 56 patients selon les études qui présentent des douleurs. Et dans ces douleurs-là, il y a une majorité, la moitié, un peu plus de la moitié, ont des douleurs modérées à sévères. Donc, quelques exemples, j'ai parlé du lymphœdème. Donc, c'est un exemple de douleur plutôt nociceptive qui représente quand même 16% quand il y a des curages axillaires. Et puis, il y a plein d'autres douleurs qu'on a en consultation, les périarthrites scapulo-humérales, les thromboses lymphatiques superficielles appelées régulièrement cordes au niveau du creux axillaire par les patients opérés, les rétractions cutanées, etc. Toutes ces séquelles répondent plutôt bien aux antalgiques classiques qui ne suffisent pas, on est bien d'accord, et qui nécessitent bien sûr de séances de kinésithérapie et donc de physiothérapie que nous prescrivons largement en complément. Alors, un exemple classique du syndrome post-mastectomie, c'est souvent une névralgie intercostobrachiale. Pour la reconnaître, on a un peu la localisation, c'est le creux axillaire, la face interne du membre supérieur, la face antérieure du thorax. La douleur est à type de brûlure, de paresthésie, d'allodynie, etc. On fait souvent un DN4 qui montre bien le type de douleur et l'intensité qui varie régulièrement de 4 à 8, donc souvent modérée à sévère. Et un deuxième exemple de douleur neuropathique, c'est ce qu'elle a présenté largement. Dans le cancer du sein, il y a le traitement par les taxanes qui est extrêmement fréquent, avec des douleurs séquelaires qui représentent 40% à 3 mois, 30% à 5 mois en post-traitement. Alors, les recommandations françaises de la SFETD de 2020 ont donné une espèce de priorité, en première ligne, nous devons tenter tel traitement, etc., en séparant les douleurs périphériques localisées ou les douleurs neuropathiques, au contraire, centrales ou périphériques, mais non localisées. Donc, le traitement généraux, elle en a déjà parlé, vous savez un petit peu, c'est les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et noradrénergie, donc la duloxétine, la venlafaxine, la gabapentin et les antidépresseurs tricycliques. Et enfin, en deuxième intention maintenant, est passée la prégabaline, le tramadol et possibilité d'associer les traitements, c'est-à-dire antidépresseurs par exemple, avec la gabapentine. Sur les douleurs périphériques localisées, on peut essayer les emplâtres de lidocaïne. Je ne reviendrai pas sur le fait que ce n'est pas dans l'AMM et que c'est très compliqué, mais en tout cas, ça avait été dans les recommandations de la Société française de la douleur, le TENS, les neurostimulateurs externes, cette fois-ci cutanés, et enfin, en deuxième intention, si on n'a pas de résultat, la possibilité de pose de patch de capsaïcine à 8% ou les injections de toxines botuliques quand les territoires sont bien localisés. Et enfin, en cas d'échec en troisième ligne, on peut proposer le RTMS, la stimulation médulaire qui est citée, et les opioïdes forts seuls ou en association, si vraiment on arrive à pas grand-chose. Vous voyez que là, la PBM n'a absolument pas de place pour l'instant, c'est en 2020, et que c'est quelque chose qui est en train de se développer dans pas mal de centres de lutte contre le cancer. Donc, je vais vous parler un petit peu de notre petite expérience à Nice un peu plus tard. Alors, je cite ce syndrome myofascial post-cancer du sein. Alors, peut-être que beaucoup le connaissent déjà largement. Nous, je sais qu'on avait peu de temps pour les douleurs séquelaires, donc peut-être qu'on est passé un peu à côté, que des fois, le territoire est très, très semblable à celui des douleurs post-mastectomie. La grande différence clinique, c'est que c'est une douleur qui n'est pas du tout neuropathique, qui est vraiment nociceptive. Ces syndromes sont souvent au niveau du muscle grand dorsal à 25,9%, du dentelé antérieur et du pectoral. C'est un syndrome qui apparaît souvent 6 mois après la chirurgie. Et alors la particularité, et c'est pour ça que c'est important de le savoir, c'est que ça ne répond très mal, voire pas du tout, aux antalgiques classiques. Et seuls certains kinés bien formés peuvent aider et
proposer des étirements essentiellement sur ces fibres et aider les patients qui ont ces syndromes extrêmement douloureux. Alors, juste un petit exemple parmi tous, j'ai pris le muscle grand pectoral et vous voyez que là où il y a les croix, c'est les points gâchettes qu'on ressent à l'examen clinique avec une douleur référée qui est la stimulation, la partie rouge sur le schéma. Et là aussi, je me posais la question, vu qu'on arrive très très difficilement à les traiter, ma question c'était est-ce que la photobiomodulation peut être une aide dans ce genre de syndrome? Alors, la photobiomodulation, pour déjà la définir pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ça a été une définition qui a été longue par les sociétés savantes américaines comme la NALT et la WALT, et qui est une forme de traitement par la lumière. Donc, ça utilise des formes non ionisantes de sources lumineuses, y compris des lasers de basse intensité, des diodes électroluminescentes comme les LED. Pourquoi de basse intensité? Parce que ce n'est pas du tout comme les lasers opératoires qui coupent le tissu. Là, c'est vraiment évidemment sans risque et ça n'a pas de processus thermique. Donc, c'est dans le spectre visible et infrarouge. Ça implique un processus non thermique qui agit sur des chromophores endogènes et qui suscite des réactions physiques et photochimiques avec diverses conséquences biologiques. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'il nous faudrait autant de temps pour parler de tout ce qui est biochimie et j'en suis peut-être pas la mieux placée, mais ce qu'il faut comprendre, c'est un peu comme la photosynthèse, mais là, c'est au niveau de nos cellules. Il y a des chromophores dans nos cellules, il y a des molécules de signalisation qui vont jusqu'à une réponse tertiaire avec un facteur de transcription et enfin des transcriptions de gènes et des molécules effectives. Donc, ça aboutit après à des effets modulateurs au niveau tissulaire. Peut-être la suivante. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on agit selon la longueur d'onde de la photobiomodulation. On atteint plus ou moins une profondeur différente recherchée. Et à ces longueurs d'onde, on peut chercher un effet de cicatrisation ou un effet plutôt anti-inflammatoire ou un effet plutôt antalgique ou anti-œdémateux. Donc, voilà. Alors, je vous parle de notre petite expérience au Centre Antoine-Lacassagne. Je vous ai montré l'appareil qu'on a acheté ici, c'est le TOR. Sur nos patients, on a essentiellement eu des demandes au départ pour les douleurs neuropathiques périphériques post-chimiothérapie. Donc, on propose 12 séances, donc 2 séances par semaine pendant 6 semaines. Et je vous ferai un petit topo sur les résultats qu'on a observés avec ma collègue Caroline Dutric-Guevara sur 19 patients. Alors, les modalités, un petit peu, comment on utilise cette machine. Vous avez vu, il y a des espèces donc il y a un bloc technique et puis des douchettes qu'on raccorde à ce bloc. Il y a une douchette qui est uniquement LED et des douchettes qui sont plutôt laser de basse intensité. Alors, par exemple, la modalité de traitement pour les douleurs neuropathiques périphériques, on utilise le laser sur l'émergence des racines cervicales et lombaires pendant 30 secondes en continu et on utilise une douchette un peu plus large sur les mains et les pieds pendant 1 minute à 2,5 Hz. Ce sont des choses qui sont préprogrammées dans nos machines et les recommandations, enfin la machine a proposé des recommandations selon les sites à traiter. Il y a aussi le traitement justement du syndrome myofacial. On utilise le laser sur les points gâchettes que je vous ai montré, là il y avait les croix sur le schéma, et sur la localisation référée, on utilise la LED. Et pour le syndrome post-mastectomie, on utilise le laser au niveau des nœuds cicatriciels hyperalgiques et la LED sur les douleurs, sur la douleur neuropathique que j'ai décrite tout à l'heure. Voilà. Alors, les résultats observés, ce qu'on a vu, il y a une amélioration moyenne de l'échelle numérique qui a été évaluée à 46%. Pas de différence observée selon l'ancienneté de la chimiothérapie. C'est quelque chose qui m'a personnellement beaucoup surprise. Je m'attendais, si on prenait quelqu'un rapidement après la fin de la chimio, ça allait avoir des résultats bien plus importants que des personnes que je vois 6 ans après. On n'a pas observé de grandes différences. Il y a un pourcentage de soulagement, puisqu'on notait les deux, l'échelle numérique et le pourcentage de soulagement, qui est décrit beaucoup plus important, car rapidement, le patient a un impact très positif au quotidien. Alors, ce qu'on a observé, à vérifier dans une étude à venir, mais il y a une disparition des crises hyperalgiques, notamment nocturnes, dès la 4e et 5e séance.
Et pareil, à la 4e séance, le patient commence à décrire une petite récupération de la sensibilité. Il dit, tiens, ça y est, je sens mieux quand j'ai les pieds par terre. Ça fait comme un pulse. Il y a des endroits où je sens mieux, d'autres pas encore. Mais voilà, petit à petit, c'est en train de bouger, avec en corollaire une amélioration de la mobilité des orteils, une disparition des crampes, mais souvent une persistance de fourmillement, qui est souvent décrite. Et alors, des répercussions très importantes dans la vie quotidienne, c'est ce qui nous a vraiment fait très plaisir, hein. Quand on est médecin de la douleur, on aime bien une amélioration de l'appréhension fine, des gens qui n'arrivaient plus à fermer leurs boutons, qui faisaient chuter des objets parce qu'ils avaient lâché les objets qu'ils avaient dans la main, l'augmentation du périmètre de marche, l'amélioration de l'équilibre, une patiente âgée qui n'utilisait plus son déambulateur, ne serait-ce que chez elle, et qui n'avait plus de notion de chute, qui posait l'utilisation de canne, donc une réelle effet intéressant de cette récupération de la sensibilité. Et puis on a eu des témoignages de reprise d'activités professionnelles et d'activités de loisirs, comme la danse classique, ce qui était quand même peu probable, quelqu'un qui adorait la danse et qui n'arrivait plus du tout à se mettre sur la pointe des pieds et qui petit à petit a repris. Et les travaux de bétonnage, ça c'est un clin d'œil, parce que quand elle nous a dit j'ai fait une bétonnière, on était un peu étonnés alors qu'elle est arrivée avec de fortes douleurs. Donc voilà, des petites observations cliniques très, très terre à terre, mais du vécu. Alors en conclusion, c'est une méthode qui améliore significativement les douleurs avec un retentissement intéressant sur la qualité de vie, avec une reprise fonctionnelle rapide. Donc, on constate que dès la 4e séance, ce qui veut dire à peu près 15 jours après le début du traitement, on a vu quand même des effets décrits par les patients et de manière vraiment presque systématique dans cette indication. Poursuite de l'action de la PBM après l'arrêt du traitement, les patients décrivent qu'il y a encore des améliorations, même à la fin des 6 semaines en question, et stabilité des symptômes. On n'a pas assez de recul pour vous dire combien de temps ça va marcher, donc il faudra regarder. On les voit 3 mois après, et on a observé que souvent l'effet durait au moins 3 mois après. Après, ce sera à suivre. Donc, parfaite tolérance, aucun effet secondaire. La contrainte, par contre, et ça, c'est une réalité aussi à organiser, c'est qu'il y a des déplacements pluri-hebdomadaires. Il faut que ce soit accepté par les patients. Et comme c'est une méthode qui n'est pas encore dans les recommandations, et comme on demande un engagement, parce qu'on n'a pas énormément de place pour les traiter, on demande un engagement du patient qui s'engage à venir faire toutes ces séances. Donc, on fait signer un consentement au patient. Et enfin, je voulais vous dire qu'il va sortir des recommandations de l'AFSOS sur l'utilisation de la PBM, qui va bientôt être diffusée, qu'il y a une société savante française de PBM qui est en train de se constituer et qui va vraiment, avec beaucoup de radiothérapeutes aussi, qui vont bien réfléchir à la dosimétrie précise et aux indications avec des vrais protocoles bien clairs pour chaque indication. Que la formation peut passer par un DU qui est fait à l'IGR ou par un séminaire de 3 jours. Concernant la recherche, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de PHRC, mais des études en cours sur l'efficacité de la PBM sur les douleurs neuropathiques chimio-induites, toujours à l'IGR. Que c'est donc déjà validé dans le traitement des mucites et des épithélites pendant les traitements de radiothérapie, mais dans l'attente d'études validées dans d'autres indications. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'indications de la PBM, que c'est un nouveau soin, que ce n'est pas magique, mais que ça peut être dans notre arsenal thérapeutique quelque chose qui sera à mon avis de l'avenir, parce que je pense qu'ils vont fabriquer des machines un peu moins chères et ça va être plus simple à utiliser, et toujours à associer à une démarche intégrative et personnalisée, parce que, voilà, comme je le répète, ce n'est pas magique non plus. Voilà, j'ai terminé sur cette petite présentation et j'ai déjà une question. Oui, un grand merci à vous, Dr Anne Fogliarini. Et nous avons une première question du Dr Stewie. Oui, merci. Donc nous aussi, sur l'hôpital privé, on s'intéresse à la PBM. Donc, si j'ai bien compris, faire des hospitalisations de semaines, par exemple, pour délivrance de soins de support à base de PBM quotidien, manifestement, vous ne faites pas. Donc, c'est uniquement de l'ambulatoire. Oui. Et vous, dans votre pratique, est-ce que vous, sans passer par les recommandations, bien sûr, est-ce que vous positionnez la PBM sur des douleurs neuropathiques localisées par rapport au patch de capsaïcine ou par rapport à la toxine botulique? On la place en dernier pour l'instant. En fait, on l'a passé en dernier.
Voilà, on commence d'abord par la capsaïcine, la toxine botulique dans certaines indications, et quand vraiment soit le patient ne l'a pas supporté du tout, soit au bout de 3 pauses, il n'y a aucun effet, on propose la PBM. Et vous avez des résultats? C'est ce que je vous ai montré, 46% de diminution d'échelle numérique, oui. D'accord. Ah Ok. oui, oui, non, on a des résultats, oui. Ouais. Ok. Merci. Ouais, ouais. Et vous avez commencé? Oui, avec le kiné qui fait ça de manière préventive sur les neuropathies chimio-induites, et moi qui le fais plutôt Dans les en, séquelles? en traitement, oui, séquelaire ou même Ouais. sur d'autres indications que le cancer. On a passé le diplôme sur Nîmes, Nîmes-Montpellier. On a fait le diplôme de photomodulation l'année dernière. Et on a mis en place un traitement par PBM sur l'hôpital privé, oui, effectivement. D'accord. Avec des résultats qu'on ressent comme positifs, mais c'est pas, il y a pas, enfin, on n'a pas, c'est en cours, mais il n'y a pas d'étude qui vient vraiment dire est-ce que c'est aussi flagrant qu'un patch de capsaïcine quand ça marche, ou aussi flagrant que de l'injection de toxine quand ça marche. D'accord. On est encore en train de voir, voilà. Mais bon résultat, par contre, en prévention sur les neuropathies chimio-induites. D'accord. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à la dernière intervention? Je ne vois pas de main levée. Ah, si. Merci. Madame Guiganti, allez-y. Vous souhaitiez prendre la parole? Non, c'était peut-être une erreur. Voilà, Oui, alors moi, je voulais allez-y. vous demander quel était le coût de cet appareil. J'ai pas entendu, excusez-moi. Quel était le coût de l'appareil, puisque je suis Oh. en Corse et que je m'occupe des soins de support, je suis référente pour la Ligue, et j'ai effectivement pas mal de retours de patients qui présentent des neuropathies diabétiques ou effectivement suite post-chimio. Et donc, je voudrais savoir quel était le coût. Moi, je comprends bien qu'il faut orienter vers des formations. Je ne sais pas si nous avons des personnes formées dans les hôpitaux parce que je suis nouvellement installée en Corse. D'accord. Et quel est le coût de l'appareil, puisque vous disiez qu'il était assez onéreux et que Oui. vraisemblablement par la suite, le coût allait diminuer. Mais au départ, quel pouvait être le coût voilà, de l'appareil de photobiomodulisation? Alors, je suis désolée, j'espère que autour de 50 000 €. OK. Voilà. Alors, nous Et avons une remarque avec une réponse faite par une autre participante. L'appareil Milta 2 coûte un peu moins de 40 000 €, apparemment. Voilà. Merci. Merci à vous. Est-ce merci. que, en attendant, nous avons d'autres questions avant de passer à la prochaine? Ah, il y a une question. Alors, pas de micro, mais nous allons lire votre question avec plaisir dans le chat. On attend que la question apparaisse. Où peut-on adresser des patients autour d'Aix pour la photobiomodulisation à l'HPP en externe, point d'interrogation? Alors ça, je ne sais pas. Je suis désolée. Et oui, moi, je travaille à Nice, donc je ne sais pas du tout qui fait, quels sont les homonymes autour d'Aix. Ça, je ne peux pas vous aider. Tu souhaites intervenir? Oui, Monsieur Stewie disait qu'il utilisait la photobiomodulation et il est sur Aix. Je vois que son micro est coupé, il n'est peut-être pas là. Je sais pas. Mais oui, peut-être Si, dites-moi, mais voilà. quelle est la question? Oui. Où peut-on adresser des patients autour d'Aix pour la photobiomodulation? Est-ce qu'à l'HPP en externe, c'est possible? Point d'interrogation. Oui. Alors, bon, alors, il y a le kiné qui en fait, il s'appelle Monsieur Lavignotte. Il fait de la PBM et moi-même. Mais autant les soins en série sont faciles pour un kinésithérapeute. À partir du moment où les gens se déplacent, il peut convoquer les gens 2-3 fois par semaine pour faire les séances de PBM. Moi, en tant que médecin douleur, c'est un peu plus compliqué. En général, c'est mes propres patients que je vais mettre sur le circuit PBM, que ce soit en échec de toxine ou en échec de Qutenza. Mais sur l'hôpital privé de Provence, on peut faire de la PBM, oui. Merci beaucoup. Voilà. Alors,
nous allons pouvoir passer, je pense, à notre troisième et dernière intervention avec Madame Pascale Jacon qui est avec nous pour présenter déjà le dispositif PIC-PACA et les résultats d'une enquête qui a été menée au niveau régional. Et je laisse la parole à Madame Pascale Jacon. Bonjour à tous. Donc, effectivement, nous avons commencé une enquête il y a quelque temps sur la région PACA, donc auprès de tous les médecins qui pourraient être concernés. Donc, moi, je suis infirmière coordinatrice au niveau de l'équipe mobile de soins palliatifs au niveau de l'hôpital Nord. J'ai été recrutée pour cette coordination à mi-temps. Et c'est le docteur Fleur Jourda-Deveau qui a porté ce projet qui a été en fait financé par l'APICIL. Voilà. Donc, le réseau PIC-PACA est un réseau de professionnels de santé. Donc, le financement APICIL avait pour but de développer la prise en charge pour les douleurs rebelles en cancérologie et de faciliter la mise en place de l'antalgie intrathecale en PACA. Donc, quelle est la coordination du réseau? Donc, une équipe d'appui, donc l'infirmière coordinatrice et des médecins experts. Et la mission du réseau, c'est de contribuer donc au développement de la dynamique de prise en charge de ces douleurs rebelles en cancérologie et de former les infirmières et les médecins et donner des outils afin de faciliter les parcours de soins des patients. L'objectif final étant de rendre les équipes autonomes au final. Donc voilà, donc on va dans un premier temps présenter les résultats de notre enquête et identifier, on a donc à la base avec ces résultats, on a identifié les freins techniques et organisationnels et je vous parlerai des solutions qui voudraient être apportées par le réseau. Donc, la pompe intrathecale, donc je pense que tout le monde connaît. Donc, c'est une thérapeutique qui est sous-utilisée en PACA. Donc, il y a moins de 15 patients implantés par an. En Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau ITARA a une file active de 85 patients. Donc, 85 patients qui ont été soulagés. Tous confondus. Ça ne veut pas dire 85 patients implantés en 2025, hein, c'est une file active. Donc, il y a des patients en douleur chronique qui ont la pompe depuis plusieurs années. Ce dont on se rend compte, c'est que l'utilisation est trop tardive, le plus souvent en situation palliative, alors que la douleur de certains cancers est prévisible dès le diagnostic. Donc, les rappels sur la pompe intrathecale, c'est utilisé dans les indications pour les douleurs cancéreuses rebelles et les douleurs chroniques non cancéreuses. Donc, nous, dans le réseau PIC-PACA, c'est uniquement les douleurs cancéreuses rebelles au traitement habituel. L'administration se fait dans le liquide céphalorachidien et les produits utilisés, par exemple par rapport à de la morphine orale, sont 300 fois plus puissants. Donc, les doses seront 300 fois moins importantes en ce qui concerne, par exemple, la morphine. L'administration de médicaments anesthésiques est réservée uniquement à cette voie, donc le ziconotide que l'on ne peut utiliser qu'en intrathecale, par exemple. Il y a une réduction significative donc des doses systémiques et donc des effets secondaires avec une amélioration très nette de la qualité de vie du patient. Ce que l'enquête nous montre. Donc, on a eu 17 réponses au niveau des spécialités, en sachant qu'il y a 24 spécialités. Donc, majoritairement, les médecins qui ont répondu sont des médecins de soins palliatifs, suivis des médecins d'algologie. Donc, à la réponse, la PIT est-elle pratiquée dans votre établissement régulièrement? 30%, rarement 37% et jamais 31%. Dans quel cadre? Dans la douleur cancéreuse majoritairement et douleur chronique et cancéreuse
Voilà, les deux. Ceux qui pratiquent en fait pour la douleur cancéreuse, quand ce n'est pas les centres de la douleur cancéreuse uniquement comme l'Institut Paoli Calmette, le font pour les deux. Donc, est-ce qu'il y a un chirurgien habilité à poser la PIT? Oui, à 41% et à 58%, non. Donc, les patients ici, en Marseille notamment, sont adressés au docteur Anne Ballossier qui pose les pompes intratécales. Qui décide de poser la PIT? Donc, majoritairement, c'est l'équipe souvent douleur et soins palliatifs en concertation avec d'autres. Donc, avec en général celui qui a adressé, que ce soit oncologue, etc. Pour quelles raisons? Donc, pour un cancer et pour une douleur chronique dans 46% des cas. Qui prescrit le mélange de la pompe? C'est l'équipe en général, donc l'équipe douleur le plus souvent. Et sur quel support la prescription est-elle réalisée? Alors majoritairement sur un tableau Excel, le logiciel Anatech qui va être diffusé, on l'espère très prochainement au niveau de l'assistance publique, n'est pas utilisé puisque personne n'a ce logiciel actuellement en région. Voilà. Donc, qui prépare la seringue contenant les mélanges? Alors, majoritairement, dans 60% des cas, c'est l'infirmière dans le service qui va préparer ce mélange et à 30%, la pharmacie avec un contrôle. Donc, le contrôle libératoire sur la teneur qui est pourtant très important puisque on utilise dans la pompe intratécale des microgrammes et donc il est quand même très sécurisant que ce soit fait dans une pharmacie avec contrôle libératoire sur la teneur du produit. Quels sont les mélanges le plus souvent réalisés? Donc, majoritairement, la trithérapie, morphine, ropivacaïne, ziconotide. En bithérapie, morphine, ropivacaïne, alors en sachant que la bupivacaïne est 3 fois plus concentrée que la ropivacaïne et que ça permet aux patients de venir moins souvent se faire les remplissages. Mais la bupivacaïne a un accès compassionnel et il y a certains établissements en fait qui nous ont fait remonter que c'était très difficile de l'avoir. D'où l'utilisation de la ropivacaïne. Donc dans le suivi post-implantation en général, eh bien, ceux qui font les adaptations de mélange et qui vont faire le suivi et les remplissages simples sans changement de programmation sont rares puisqu'on va interroger le patient et que souvent il va y avoir des modifications à son traitement. Donc, à qui est adressé le patient quand on ne pratique pas? Donc, 40% équipe douleur et 40% autres. Donc, souvent, on ne sait pas, voilà, dans les services, il y a très peu de services, en fait, en dehors du centre de cancérologie, qui suivent les patients pour la pompe intratécale. Par contre, 100% des répondants ont souhaité intégrer la pompe intratécale dans leur pratique, ce qui nous donne une dynamique pour développer le réseau. Donc, quels sont les principaux freins à l'utilisation de la pompe intratécale dans votre établissement? Donc, le manque de formation, que ce soit médicale ou paramédicale, infirmière et surtout médicale. Mais on expliquera pourquoi. La pharmacie non disponible et évidemment la file active de patients trop petite. Si on n'a qu'un patient, on va hésiter à l'implanter parce qu'on ne va pas savoir faire le suivi. Et ça, c'est un problème actuellement. Donc, seriez-vous intéressé par une formation initiale ou continue interdisciplinaire, oui, à 75%. En suivi de post-implantation, oui, également. En fait, tout le monde est intéressé par la formation. Alors, les indications, la prescription et la pharmacologie, ça a été, oui, principalement pour les médecins et la gestion pratique de la pompe, plutôt pour les infirmières qui sont donc habilitées à remplir les pompes.
Quel format de formation privilégiez-vous? Donc, en présentiel majoritairement, donc à 61%, en sachant qu'on pourra faire des formations sur différents formats, mais qu'on est tout à fait OK pour faire ces formations en présentiel, en atelier, en séminaire. Donc, votre établissement souhaite-t-il des formations spécifiques? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les infirmières majoritairement et les médecins. Donc, ce que l'enquête nous a appris, bien, nous a confirmé que l'utilisation de la pompe intratécale en région PACA était sous-utilisée, avec une hétérogénéité importante des pratiques, des organisations, chacun fait dans son coin, et un manque de communication avec les oncologues et un manque de collégialité entre les oncologues et les différentes autres spécialités. Donc, les freins sont multifactoriels, formation, organisation, technique, mais aussi manque de confiance en soi qui peut s'expliquer par le peu de patients. Donc, on a peu d'expérience et on n'a pas envie, en fait, par rapport à ça. Il y a une crainte. Les patients qui pourraient bénéficier de cette thérapeutique ne sont pas adressés ou trop tardivement. Et ça, c'est dans toute la région ce que l'on a pu constater. Mais bon, nous avons l'opportunité, par le fort intérêt des professionnels, de développer cette pratique. L'estimation de la file active en PACA serait à 50 patients par an au lieu des 15 que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, il y a une demande claire de formation plutôt complète, présentielle, pratique, d'accompagnement et de mise en réseau et d'un besoin de réseau structuré, identifié avec un modèle ITARA que nous avons comme inspiration. Il y a dans d'autres régions, je veux dire, la pompe qui est très bien utilisée. Le plan d'action du réseau, c'est l'identification des centres référents et qui potentiellement pourraient être partenaires, avec la mise en place d'une coordination régionale et des protocoles et des procédures qui seraient harmonisés et proposés par le réseau. Donc, la formation serait à la demande avec des formations médicales sur les indications, les prescriptions et paramédicales avec la gestion pratique, surveillance, remplissage. L'organisation technique, donc la pharmacie centralisée avec Anatech et circuits sécurisés de délivrance des seringues prêtes qui pourraient être livrées aux centres partenaires et des astreintes médicales. La coordination des parcours de soins, donc avec une RCP qui, je l'espère, va être mise en place prochainement dans la région PACA. Donc, le docteur Anne Ballossier est porteuse de ce projet et j'espère que ça pourra être fait très vite. Actuellement, on se connecte à la RCP ITARA avec une plateforme d'orientation pour les patients, un suivi partagé en réseau, une évaluation et une amélioration des pratiques en continu. Donc, le modèle ITARA, c'est une organisation avec un pôle d'expertise référent au centre Léon Bérard, plus de 20 établissements partenaires avec un maillage territorial qui est cohérent, plus de 10 départements, 3 infirmières, dont une infirmière IPA et 5 médecins qui se partagent les gardes, une RCP avec un staff hebdomadaire ouvert à tous les centres partenaires et à tous ceux qui le souhaitent d'ailleurs, un circuit patient fluide de la décision de pause au suivi remplissage, une pharmacie centralisée avec réparation sécurisée, approvisionnement simplifié de bupivacaïne. Et donc, la livraison est faite par la pharmacie de Léon Bérard, une astreinte téléphonique commune, une formation continue et des retours d'expérience qui sont très positifs. J'ai pu le constater personnellement. Les prochaines étapes, donc synthèse de l'enquête, nous y voilà, et transmission des résultats, par ce webinaire. Le lancement des formations et identification des centres partenaires, évaluation du dispositif et ajustement, la mise en place du circuit pharmacie. Donc, si vous souhaitez rejoindre le réseau, que vous soyez utilisateur ou que vous souhaitiez partager votre expérience, développer cette pratique ou bénéficier de formations ou d'accompagnement, eh bien, le réseau vous permet donc de participer au staff, au RCP, d'orienter vos patients et d'accéder à des ressources et formations dédiées. Donc, je suis à votre disposition pour tout cela. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Un grand merci à vous, Pascal, pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions particulières suite à cette présentation?
Apparemment, ça ne soulève pas de questions. En tout cas, vous aurez accès au replay et vous aurez les coordonnées de Madame Pascale Banoun-Jacon si jamais vous avez des questions post-intervention pour savoir comment rejoindre le réseau PIT-PACA. Ah, voilà, nous avons une question. Allez-y. Oui, IPC. bonjour, c'est Laura Lepolès, vous m'entendez bien? Tout à fait. Bonjour. Alors, je travaille à l'Institut Paoli Calmette. Je revenais juste sur l'histoire donc des RCP, justement, concernant le réseau PIT-PACA. Juste pour vous renseigner, après, c'est une première annonce, mais qui est pas encore vraiment, quoi, c'est officiel, mais c'est en cours. Avec Anne Balossier, on est en train de créer une RCP douleur oncologique rebelle, et justement, pour parler des indications de PIT, qui sera ouvert régionalement parlant et qui sera en coordination à l'IPC et à PHM et l'ensemble du coup des hôpitaux de la région qui veulent participer. On en a parlé avec les 3C déjà de notre hôpital, et du coup, ça pourrait répondre à la demande du réseau PIT-PACA, quoi. C'était justement pour ça que j'en parlais, hein, en gros, pour voir avec vous quelle était votre intention sur les RCP. Est-ce que c'était ce genre de RCP ou pas que vous vouliez organiser? Oui, tout à fait. En fait, j'étais présente au staff des oncologues à la Timone Oui. et avec le docteur Anne Balossier, donc qui en a parlé. En fait, actuellement, si quelqu'un a besoin d'avoir une RCP au niveau de Paoli Calmette, je sais que c'est pas problématique parce que il y a les RCP patients complexes, etc. Mais effectivement, on peut se connecter à Itara, c'est ce qu'on fait nous au niveau de la PHM, mais effectivement, on pourra tout à fait, je pense, et c'est le but, hein, puisqu'on en a parlé avec Anne Balossier, se connecter à cette RCP pour une décision de pause intratécale, puisqu'il y aura des experts qui pourront dire oui, ce patient peut bénéficier de cette technique, l'indication est bonne. Alors, je ne sais pas si j'ai assez souligné en fait que la problématique actuelle, c'est l'adressage vraiment très tardif des patients et le manque d'implication, on doit le dire, des oncologues peut-être, ou l'adressage trop tardif aux équipes douleurs ou de soins palliatifs. C'est peut-être pas le cas au niveau de Paoli Calmette où je sais que tout est fluide, puisque j'ai été coordinatrice là-bas et que je sais bien comment ça se passe. Mais voilà, donc impliquer les oncologues dans une prise en charge plus précoce pour certains cancers dont on sait qu'on va avoir des douleurs comme le pancréas, comme le pancostobias ou des ostéosarcomes ou des choses, voilà, comme ça. Je vous remercie, Laura. Oui, oui. Ah, bah, après, l'IPC, c'est pas non plus parfait, hein, malgré tout, hein, c'est quand même Oui, bien sûr. compliqué parce que pareil, le réseau, hein, comme on vous avait dit en réunion, des fois c'est difficile parce qu'ils sont loin, mais je sais que de plus en plus de personnes s'y mettent et donc ça nous aide bien. Et là, c'est justement pour permettre aux personnes qui n'ont pas les spécialistes comme les radiologues interventionnels, qui n'ont pas cette chance-là d'avoir des radiologues interventionnels comme nous, ou justement Anne aussi qui est disponible, mais bon, qui ne peut pas être partout, c'est pour permettre de discuter de ces dossiers-là complexes avec des experts en visio et d'adresser directement, en fait, même à des orthos, hein, parce qu'on parle de la PIT, mais il y a toutes les autres prises en charge. Tout à fait. Voilà. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Nous avons une question de Madame Sylvie Duchemin. Oui, bonjour. Bonjour. Déjà, la présentation était très intéressante. Par rapport aux adressages, c'est vrai que je travaille au centre hospitalier de Gap, donc je suis infirmière de coordination. Et j'ai l'impression que souvent, les patients sont adressés pour les pompes intratécales, effectivement, de manière tardive et une fois qu'ils sont en soins palliatifs, parce que le peu de retour que j'ai par rapport à ces patients, c'est des patients qui étaient hyper douloureux en soins palliatifs avec impossibilité de les soulager. Mais par contre, d'après ce que vous avez dit, l'oncologue peut de toute façon demander un passage du patient à RCP et il peut être pris en charge beaucoup plus tôt dans la prise en charge où il faut que l'oncologue se mette en relation avec un médecin algologue pour pouvoir adresser un patient. Alors, dans l'absolu, l'oncologue devrait pouvoir présenter son patient en RCP. D'accord. Il peut également l'adresser à une équipe douleur, mais je veux dire un patient
qui est par exemple déjà à un stade avancé dans un cancer du pancréas Oui, et qui va avoir un rendez-vous douleur dans 2 mois, ça peut arriver, je sais, en région, eh bien non, il faut pas attendre, il faut l'adresser. Anne direct. Balossier sur la région PACA est actuellement quand même très disponible pour les patients qui sont pris en charge pour une pose de PIT et elle organise très bien les choses. Elle s'est même déplacée dans certaines cliniques ici pour voir les patients très rapidement. Et voilà, D'accord. le problème, c'est pas de les voir et d'organiser l'hôpital de jour où on va dire, ben, voilà, ce patient, il est potentiellement implantable si c'est décidé en RCP. Il va voir la personne qui va le poser, qui va faire le bilan. Il y a quand même un bilan pré-PIT. Donc là, le but aujourd'hui, c'était pas de développer ça, mais on peut, enfin, je pourrais vous en parler si vous le souhaitez ultérieurement. Mais évidemment, un oncologue peut adresser un patient, peut se Directement. mettre. Oui, directement. Oui, D'accord. bien sûr, bien sûr. Oui, Ok, pas de souci, merci. je vous en prie. Merci beaucoup. Nous avons une question de Madame Graziella Mattei. Bonjour, est-ce que la région Corse pourra intégrer les RCP? Oui, la région Corse pourra intégrer les RCP et je les remercie d'ailleurs parce qu'ils ont été très présents, très demandeurs. On l'a remarqué et on est là pour répondre à votre demande. Et oui, vous pourrez intégrer les RCP. Alors, je m'avance peut-être, j'aurais aimé que Anne Balossier soit là pour répondre aux questions d'ordre médical, mais bon, voilà, je m'avance, mais je pense qu'il n'y a aucun problème. Vous avez la parole si vous Oui, il souhaitez n'y vous a aucun exprimer. problème, hein, je précise, je crée la RCP avec Anne Balossier, donc il y a bien sûr tout le monde est bienvenu, tout le monde. Voilà. D'accord, bonjour. En fait, voilà, je vous ai posé la question parce que j'ai été en lien avec Madame Banoun par téléphone, parce qu'effectivement, l'objectif, en tout cas, le souhait un petit peu régional, c'est de pouvoir permettre aux patients suivis, notamment en soins palliatifs, notamment puisque je m'occupe des soins palliatifs, hein. Mais effectivement, je suis d'accord, notamment sur le fait que les propositions de ce traitement sont très tardives. Très, très tardives parfois même. Et elles sont implantées sur Ajaccio, donc en Corse du Sud, et les patients de Haute-Corse quand même, avec la spécificité de l'île, fait que voilà, les patients sont obligés, lorsqu'il y a une indication de pause, de les déplacer jusqu'à Ajaccio, en sachant que les Ajaccio est aussi réticent puisqu'il n'y a pas de relais sur la Haute-Corse. Enfin, c'est très, très compliqué de pouvoir proposer en tout cas ce traitement à nos patients, ce qui nous met un petit peu en difficulté et qui est assez frustrant. Et on s'était un petit peu engagé avec Mme Banoun, en tout cas, de tout mettre en place. Il y avait une très bonne dynamique. Notre ARS nous a bien précisé qu'il fallait qu'il y ait un appel à projet, que nous attendons toujours, afin qu'un des établissements de Haute-Corse puisse y répondre, hein, que ce soit l'hôpital de Bastia ou une clinique privée. Voilà, donc on en est là. Nous attendons voilà, l'appel à projet, qu'un établissement y réponde, et à ce moment-là, on pourra effectivement lancer un petit peu le processus. On l'attend avec impatience, je vous avoue. Oui, vous m'aviez dit que ça serait facile, mais voilà, ça n'allait pas, apparemment. Mais Sur le bon, papier, c'était c'est facile, toujours- hein. Tout était presque organisé. J'avais trouvé presque l'établissement qui serait porteur. Enfin voilà, mais visiblement, Bon, il y a quand même un cadre à respecter, ce que je comprends, hein, bien sûr. bien sûr. Donc, bien sûr. nous attendons cet appel à projet, que l'établissement y réponde. Et à ce moment-là, je pense que les choses, elles vont Bah, bouger. Mais c'est vrai que la dernière fois où on a eu besoin, justement, pour une patiente, de la pose d'une pompe intratécale, c'était très compliqué. Et au final, elle s'est retrouvée avec un cathéter périnerveux, avec un échec après la pose, où il y a eu des complications. Enfin, voilà, si vous voulez, c'est assez frustrant. c'est si je puis dommage. dire. C'est- Oui, bien ben sûr, voilà, on est d'accord. bien Merci en sûr. tout cas pour votre intervention. Et voilà, Ben, je suis à votre on serait disposition. ravis de travailler Voilà. avec vous. Faites-moi signe quand Merci. vous aurez vos autorisations. Il n'y a Oui, pas de problème. c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions.
Nous allons pouvoir donc conclure ce rendez-vous digital douleur et cancer. Nous vous remercions toutes et tous pour votre participation et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain rendez-vous digital douleur et cancer qui sera sûrement sur une autre thématique. Voilà, un grand merci à vous et bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.